Préface, le rendez-vous de l'actualité des livres. Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce livre qui est dans toutes les librairies, La Conspiration, avec cette couverture qui fait froid dans le dos et ce bandeau, un fasciste à la Maison Blanche. Je rappelle que vous êtes journaliste, on vous retrouve sur France Inter, on vous retrouve sur C'est Politique, sur la 5, et puis en librairie, il y a déjà eu des romans, il y a eu aussi des essais. Vous êtes journaliste, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que l'histoire ne vous est pas inconnue, vous êtes agrégé d'histoire, Ouais. et on ne s'en étonnera pas lorsque l'on voit le sujet que vous abordez aujourd'hui. Ce sont les États-Unis des années 30, une situation un peu complexe, et la possibilité que pour faire tomber le président Roosevelt récemment élu, on puisse mettre quelqu'un d'autre à sa place, ce qui ouvrirait les portes à un monde plus fasciste, d'où ce bandeau, un fasciste à la Maison Blanche. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous emmener dans cette Amérique des années 30 ? C'est une période méconnue de l'histoire et même de ceux qui aiment l'histoire, et en particulier cette tentative de coup d'État, parce que c'est une tentative de coup d'État, est largement inconnue, méconnue par plein de monde. Et les Américains eux-mêmes connaissent bien cette période en revanche ? Non. Même eux, ça a été un peu mis sous le tapis ? Non, le bouquin de Roth, on va en parler, Le complot contre l'Amérique, où il imagine ce que serait en 1940 une présidence Lindbergh qui battrait Roosevelt. Et c'est une chronie, ce que serait cette Amérique-là, a révélé à des tas de gens que, ah oui, il y avait eu un passé fasciste américain, ah oui, il y avait eu des gens qui avaient souhaité la victoire de l'Allemagne, ah oui, il y avait eu des gens qui étaient suprémacistes à l'époque et antisémites, viscéralement antisémites. Et donc, l'après-Seconde Guerre mondiale a un peu lavé cette histoire-là, parce qu'il y a eu le débarquement, parce qu'il y a eu la guerre froide, où l'Amérique représentait les démocraties libérales, la grande démocratie. Et Roth a montré le chemin, et moi j'ai voulu aller encore plus loin et raconter une vraie histoire, c'est pas une uchronie. L'histoire, en 1934, d'une tentative de coup d'État pour renverser Roosevelt. Si on schématise, l'idée, Roosevelt vient d'arriver au pouvoir avec des idées assez novatrices pour la société américaine. Ouais. Et puis tous les grands noms, notamment de la finance, du monde industriel, se disent oulala, il y a danger, donc on va peut-être essayer de mettre, on va peut-être dire un homme de paille, mais bien plus que ça, parce que c'est quand même quelqu'un, ce fameux Smedley Butler, qui a des antécédents, qui est très bien vu, notamment des anciens soldats de la Première Guerre mondiale, et on se dit c'est peut-être l'homme idéal pour faire chuter Roosevelt. Je schématise, mais c'est bien ça finalement la situation. Oui, non, c'est bien résumé. Quand vous dites novatrice, en fait, ça veut dire des idées, pas anticapitalistes, mais des idées qui considèrent que la crise de 29, parce que c'est le contexte historique du moment, a été causée par ces milliardaires, ces banquiers, cette bulle financière, et qu'il faut remettre tout ça à plat avec un État beaucoup plus social, beaucoup plus providence. Et ça inquiète des milliardaires qui se disent ce pays est en train de nous échapper, la démocratie qu'on avait verrouillée est en train de se retourner contre nous parce que Roosevelt a été élu sur une plateforme très, il l'appelle socialiste, voire communiste à l'époque, avec en plus des relents antisémites. Il considère que Barouch, qui est son conseiller économique, est celui qui tire les ficelles et il est juif. On se demande même si Roosevelt n'est pas un peu juif quand même. C'est un roman. On est un peu dans le complotisme. Là, totalement. Et eux-mêmes, d'ailleurs, mettent en place un complot. Donc c'est le complot dans le complot. Mais c'est un roman. Et comme c'est un roman, j'insiste beaucoup sur des histoires de personnages. Vous avez cité Butler, c'est un général de la Première Guerre mondiale et même d'avant, qui est un héros de la guerre, et que ces milliardaires vont vouloir actionner pour prendre le pouvoir. Mais ils vont le faire de manière assez fine, en tout cas le pense-t-il, sans lui annoncer directement, en passant par d'autres hommes dont je raconte l'histoire, qui sont des petits courtiers à Wall Street et qui vont servir sans même le savoir eux-mêmes, d'être des intermédiaires. Il y a ces milliardaires, JP Morgan et d'autres, que je dépeins comme étant non pas les grands méchants, mais dans ceux qui veulent renverser ça, qui tirent un peu les ficelles. Qui tirent les ficelles, en tout cas qui ont le sentiment de pouvoir le faire et qui sont persuadés de pouvoir s'appuyer. C'est le troisième grand personnage, qui est un personnage qui n'est pas un, mais une multitude. C'est ces vétérans de la Première Guerre mondiale qui ont été humiliés par la crise de 29, plutôt qu'humiliés, appauvris, qui traînent dans des vêtements beaucoup trop grands pour eux, parce qu'ils sont amaigris, ils sont dans vraiment une situation sociale et économique dramatique. Ces gens-là vont marcher sur Washington. Ils se disent, on a été bernés. Oui, on a été bernés. Il faut trouver une solution. Ils marchent sur Washington parce qu'ils veulent qu'on leur donne le bonus qu'on leur avait promis. Et cette armée presque en déroute, alors qu'elle a été victorieuse 10 ans plus tôt seulement, 1919, c'est à peine 10 ans plus tôt, eh bien ces gens-là, ils se disent, ce monde-là, on va pouvoir se servir de leur colère, de leur ressentiment,
pour prendre le pouvoir. Et c'est là où ils se disent, c'est pas un peu ce qui s'est passé en Europe? Oui. Et alors justement, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que nous sommes certes dans l'Amérique des années 30, mais il y a aussi un personnage dont qu'on on va pas trop en dévoiler, mais qui est envoyé un peu en éclaireur pour voir comment ça se passe en Europe. Donc on va aller à Paris, mais on va aussi aller en Italie, on va aller aussi en Allemagne. Et puis il va revenir en disant, mais ce qui se passe en Europe, mais c'est pas mal du tout. Et de là, de fil en aiguille, comment peut-on essayer de calquer ça sur notre démocratie américaine? Oui, alors la fascination pour les fascismes européens, elle est ancienne. Dès l'arrivée de Mussolini au pouvoir en 22, il y a, et surtout après la crise de 29, des tas de journaux américains qui disent « A-t-on besoin d'un Mussolini américain ?» Ça, c'est un truc très puissant. Et puis, dans ce contexte, effectivement, du complot de Wall Street, comme on l'appelle parfois aux États-Unis, un homme, Gerald Maguire, va être envoyé en Europe pour aller humer l'ère des fascismes européens, voir ce qui pourrait être le plus adapté aux États-Unis. Et en effet, et c'est pas moi qui l'invente, il s'est effectivement promené en Italie, en Allemagne et en France, au moment où les ligues tentent de prendre le Palais Bourbon le 6 février 1934, et il va revenir avec des idées assez claires, même si évidemment il n'est pas le seul à apporter ces idées-là. Ces milliardaires ont beaucoup de canaux, et d'ailleurs ils ont beaucoup d'intérêts économiques déjà dans ces pays-là, donc ils connaissent très bien. Mais il en va pour se rassurer un peu, et surtout pour qu'il écrive au général Butler, pour garder un lien et pour lui dire... Pour essayer de mettre une petite musique dans la voilà, tête. Cette petite graine dans la tête en disant peut-être que ça peut vous intéresser de... Peut-être pas prendre le pouvoir aux États-Unis, mais au moins d'être un homme aux côtés de Roosevelt, peut-être pour le maîtriser et pour faire davantage avancer nos idées. C'est quoi leurs idées en fait? C'est l'idée que l'ordre fasciste est très bon pour le business. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de syndicats. Il n'y a pas de parti démocrate qui pourrait embêter avec trop de programmes sociaux. Ça leur donne les coups des franches. Ça leur donne les coups des franches. Et il y a des commandes publiques qui sont considérables. En fait, c'est pas des libéraux, ces gens-là. Un peu comme les milliardaires d'aujourd'hui. Ils aiment les monopoles et les trusts. Alors, ce qui est intéressant, pardon Thomas, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on sent qu'il y a l'historien que vous êtes, qui a travaillé, qui a cherché pour nous raconter toute cette histoire. Et puis après, il y a aussi le plaisir du romancier, parce que vous dépeignez cette époque, vous dépeignez les États-Unis, l'Europe des années 30. Vous le faites avec des chapitres courts, ce qui veut dire, je vais employer ce très vilain mot, que c'est un véritable page-turner, parce que on y va, on avance. Et puis à un moment, alors même si on connaît la fin de l'histoire, on se dit, mais effectivement, ça fait froid dans le dos, et puis ça fait doublement froid dans le dos, parce qu'il y a résonance avec notre époque actuelle, forcément. Oui, alors moi, Page Turner, je le prends très bien, parce que, ça va. parce que pour moi, un livre comme ça, qui se lit comme un roman d'espionnage quasiment, il faut qu'il y ait de la tension. Et la tension, elle est aussi produite par des chapitres courts, tendus, avec des personnages que j'ai essayé de mieux décrire le possible, et dans leur tête y compris, avec des dialogues, etc. Et donc l'idée, c'est d'avancer. Vous avez raison, on sait la fin. On sait que Roosevelt n'a pas été renversé, mais on sait que le Titanic a eu l'accident. Et pourtant, on regarde le film parce qu'il y a des enjeux à l'intérieur. L'enjeu du film de Titanic, c'est l'histoire d'amour. Là, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va se passer entre ces personnages? À quel moment ces personnages vont prendre le contrôle sur l'histoire? Et c'est ça qui m'a, moi, passionné dans cette histoire. Mais alors, le journaliste que vous êtes, publié ça aujourd'hui, quand on voit ce que vit l'Amérique, ça vous inspire quoi? Alors, ça m'inspire que peut-être que dans un monde aussi fou dans lequel on vit aujourd'hui, où le vrai et le faux se mélangent, c'est le romancier qui peut le mieux peut-être anticiper ce qui arrive. Je vous dis ça parce que moi, je ne l'ai pas écrit en tant que journaliste. Je ne l'ai pas écrit en tant que spécialiste des États-Unis dans le sens universitaire. Parce que ce livre, moi, je l'ai écrit, Biden était au pouvoir. On pensait que Trump, après le 6 janvier 2021, c'était terminé. Sauf que le livre, il est sorti avec Trump au pouvoir et avec une bascule autoritaire que certains, pas moi, qualifient de fasciste et qu'on peut qualifier de fascisante par pas mal d'aspects. Et c'est là où je me dis que c'est impressionnant. C'est pas ma casquette d'historien qui aurait pu l'écrire. C'est pas ma casquette de journaliste qui aurait pu l'écrire parce que moi je me suis trompé comme beaucoup sur le retour de Trump, etc. Comme s'il fallait que mon identité de romancier me permette mieux d'appréhender le réel. Ce qui est quand même paradoxal, mais ce qui dit peut-être des choses sur le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que le réel est tellement dément que c'est par la fiction qu'on peut l'appréhender le mieux. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les romanciers qui racontent le mieux l'histoire du monde? Peut-être dans une époque comme celle qu'on vit aujourd'hui, peut-être. En tout cas, vous allez vous régaler. Ce livre est une vraie réussite. Et puis, ça raconte le monde d'hier, les années 30, mais ça raconte aussi furieusement notre époque contemporaine. Ça s'appelle La Conspiration, c'est votre actualité, c'est Thomas Negaroff. Vous êtes publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, merci.